Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir toute la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle on va écouter le message. C'est toujours moi, la fille de Bolova. Je reviens avec deux petites histoires presque pareilles, je peux dire même semblables. Voilà donc, un jour au village, j'étais là avec mes cousines, mes grandes cousines et les d'autres enfants du village. À l'époque, là, il y avait certaines cerises comme on cherchait en brousse. On appelait ça, je ne connais pas trop le nom de ça en français, on appelait ça bizen. S'il y a des boulous ici, ils vont reconnaître le nom. On appelait ça bizen. On partait souvent chercher ça un peu derrière les maisons, mais un peu retiré. Parce que l'arbre de ça se plaçait toujours dans les marécages. Selon moi, à l'époque, là, c'est ce que je voyais. Voilà donc un jour, mes frères, moi, mes grandes cousines et moi. Donc, à la maison, il y avait des gens même qui étaient, que je peux dire, j'étais parentée avec, il y avait mes deux grandes cousines qui sont quittées de la maison et d'autres enfants du village. Donc, on était au nombre de 7. On partait donc, et je vous dis d'abord que j'étais la plus petite. On partait, nous sommes arrivés, on parlait, on tapait les commentaires, on riait, nous sommes arrivés. Bon, à nous, je ne pouvais faire 10 tours par jour. Parce que tant que nous on ramenait des cerises, nous, ça nous plaisait. Le temps où elle a ramassé beaucoup, puisque vous-même vous connaissez les enfants, non, j'ai ramassé beaucoup. Donc, nous, le reste là, ça ne nous importait pas. On revenait même avec. Tu peux me commencer, tu commences à défendre, même finalement après, tu commences aussi à laisser que les gens sucent. Nous sommes donc partis, c'était notre 3e tour. Nous sommes donc partis, on a commencé à ramasser. En ramassant comme ça, ma grande cousine me dit, Kolosu, Kano, Kolosu, et je dis, donc ça veut dire, commence à t'avancer. Il dit que moi, pour m'avancer, comment je vais vous laisser me dire, ok, en tout cas, ne t'avance pas. Tu me sais, oui, donc, tout ce qui va t'arriver, toi-même, tu connais ce que tu vas faire. Elle me dit ça en patois. Je ne ramasse plus, alors je reste là. Donc, elle avait compris. C'est quand je reste, moi aussi, je comprends. Quand la chose a fait pour la 3e fois, là, tout le monde a compris. Tout le monde s'est d'abord mis debout. L'autre demande que tu as compris. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encore en train de poser des questions. On dit, des Nya du Mouba, Nya Miga Wema. Donc, la chose disait que, c'est vous ici, les gens d'Adoum, c'est vous qui m'avez tué. DMG, parce que l'autre a dit qu'elle jurait sur le sang de sa mère. À l'époque là, je m'en souviens encore bien, on a fendu la brousse. On a couru jusqu'à arriver au moment où là, il y avait notre puits là, on puisait souvent l'eau à boire. Nous sommes restés là, croyant que non, peut-être que quelqu'un va venir, que c'est quelqu'un qui nous a fait une face. Nous sommes restés là, on a fait presque 15 minutes. Il n'y avait personne. Donc, même les cheveux de la tête, tout était tendu. Il n'y avait personne qui venait. Nous sommes rentrés au village. Quand on arrive au village, on couvre les plaies au village. Dites quoi? La tante est décédée, celle qu'on m'avait surnommée. Elle est décédée, dit merde. Après, quand on explique ça,
Quand on explique ça aux grandes personnes, on dit, oui, effectivement, quand quelqu'un va mourir, la personne fait souvent, on l'appelle ça mon patois bissicia. La personne fait souvent le bissicia. Donc, quand la personne est morte, si tu n'es pas encore au courant, d'autres personnes, tu peux même voir la personne, d'autres personnes peuvent seulement venir t'effrayer. Donc, on disait que c'est elle qui était venue nous effrayer en brousse. Que comme nous sommes des enfants, elle ne voulait pas nous faire du mal, elle voulait juste qu'on quitte en brousse pour nous faire comprendre qu'il y a un problème au village. La deuxième, ma grand-mère, comme père son âme, ma grand-mère avait le congélateur, tellement que ma grand-mère était grasse, qu'elle ne marchait plus, elle restait sur place, mais elle avait son gaz là. On appelle ça le petit éco-gaz là, le gaz, la bouteille à gaz qui vient avec le foyer là. Elle avait ça placé. Donc, elle préparait là, elle faisait tout là, elle avait son congélateur. Voilà, donc, elle est en train de préparer. Bon, elle était donc en train de préparer. On n'était qu'à deux dans la maison. Donc, ce jour-là, j'avais menti que je ne me sentais pas bien sûr pas aller à l'école parce que ma grand-mère préparait ce qui est bon. Et quand la grand-mère préparait les premières personnes qui est là, c'est toi qui prends beaucoup. Ce jour-là, bon, j'ai menti que je ne me sens pas bien. Nous sommes restés là. Ma grand-mère me dit, prends-moi l'eau, je prends l'eau, viens lui donner. Après, on suit derrière le congélateur. Ma grand-mère dit, elle a suivi, elle ne peut pas me faire peur. Elle ne sait pas que moi aussi j'ai suivi. Ça fait encore ma grand-mère commence à dire que des sauvés, on dit, donc ça va sortir d'où maintenant? Ça va sortir de quel côté maintenant? Seigneur, c'est devenu quoi? Tu ne peux même plus attendre une bonne nouvelle. C'est même une mauvaise nouvelle. Ça va sortir de quel côté? Ça va sortir de quel côté? Quand ma grand-mère a commencé à parler comme ça, ma tante qui était juste là par derrière, elle est venue. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a suivi les mimbés, donc elle a suivi les signes, non. Je dis, ma tante aussi a commencé à parler. Elle dit, je DMG, la soirée n'est même pas finie. La soirée n'est même pas finie. Les plans commençaient en haut, les maisons qui étaient un peu en haut. Mon cousin qui l'avait décédé, on le trouvait, il était décédé dans la chambre. Donc, les deux petites choses là m'ont marqué. Ça m'a marqué jusqu'à... Même ma grande cousine avait vu la même chose au champ. Donc, la morale de l'histoire, c'est que chez moi, je ne sais pas si les coutumes là existent, mais que les choses que les gens racontent ici, il y a beaucoup qui sont vraies. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Donc, je fais cet audio, je suis obligée de venir dans la douche parce que là, je suis à beaucoup de bruit. Donc, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit ambiant qu'il y a autour de moi. Et je vous demande encore pardon, population. Si vous écoutez le bruit des voitures, je suis totalement morte de route, donc je ne peux pas faire autrement. Donc, cette histoire se passe dans un pays anglophone. Je suis dans un pays anglophone. Je ne vais pas citer le nom du pays pour garder la discrétion parce que c'est une histoire qui circule dans les groupes WhatsApp des étudiants, etc. et tout. C'est une histoire très triste, mais qui est tout autant plus réelle. Et si je partage cette histoire, c'est simplement pour vous dire que c'est un effet de mode. Je ne sais pas s'il faut dire un effet de mode, mais c'est quelque chose qui se passe partout. Cette affaire de sugar daddy et de jeunes filles, sugar mommy et de jeunes hommes qui sont attirés par l'argent, c'est un phénomène vraiment de notre ère. C'est quelque chose qui se passe partout. Et j'ai remarqué que le diable ne te présente que ce dont tu as besoin. Il va jamais te demander pour te demander le chose dont tu n'as pas besoin. Désolée encore si je parle un peu vite, je suis bête, je pense que j'ai déjà dit dans ma première histoire. Donc c'est comme ça que cette jeune fille, elle est étudiante, une brillante étudiante, dans une université UP de la capitale. Désolée, je suis un peu grippée. Dans une université UP de la capitale. Donc tout se passe bien dans sa vie, etc. Et tout. Je pense que ce n'est même pas le genre de personne qui a fait. Parce qu'elle est dans une grande université. Voilà, je n'ai pas compris en fait quand j'ai écouté cette histoire. Mais bon, comme l'être humain n'est jamais rassasié, jamais totalement rassasié, elle fait la rencontre d'un monsieur bien plus âgé qu'elle, un sugar daddy. Un monsieur qui promet monts et merveilles et tout, qui donne beaucoup d'argent. Il donne beaucoup d'argent à la fille. Quand on dit beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui donne de l'argent de manière insolente, des montants insolents.
l'argent qui vient du nord au sud-est, à l'ouest, on te dépose ça, tu sens que on dirait que c'est l'homme de ma vie que j'ai déjà rencontré là. Bref, je suis venue avec le monsieur, ils sont ensemble, tout ça, le monsieur ne demande même pas le sexe, il ne demande rien. Il ne demande pas que non, est-ce que tu peux venir dormir chez moi et tout ça là, rien. Mais la fille aussi, ça ne l'inquiète pas. C'est pour ça que je me demande aussi, entre parenthèses, les hommes qui donnent de l'argent à tout le monde, là, qui ne demandent pas le sexe là, méfiez-vous de ces personnes-là, bien. Méfiez-vous de ces personnes. C'est comme ça qu'au bout de quelques temps, elle va se dire que non, ça dort. Un monsieur qui me donne l'argent comme ça, je ne peux pas le regarder comme ça, je dois ouvrir mon minou. Comme les femmes, on a souvent cet esprit-là de rendre l'appareil en ouvrant les jambes. C'est bien dommage. Je suis une femme donc je dis que c'est bien dommage pour nous. C'est comme ça qu'elle dit que non, le coup, machin, ça fait comme bien 6 mois, je veux qu'on couche ensemble et tout et tout. Mais le monsieur, ça m'a dit que merci, ça vient de toi, c'est la porte que j'ai cherchée. Ils ont commencé à coucher ensemble. Et entre-temps, la jeune fille, à chaque fois qu'elle montait dans la voiture du monsieur, il y avait toujours un sachet noir derrière la voiture. Un sachet noir derrière la voiture. À chaque fois qu'elle voyait le monsieur, le sachet noir était là, posé au même endroit. Elle se disait que mais qu'est-ce qui est dans ce sachet-là? Mais tu vas pas poser la question, ça ne te regarde pas. C'est pas ta voiture, c'est pas ton argent. Toi, tu seras là pour profiter. Les profiteurs ne posent pas beaucoup les questions. C'est ce que j'ai appris. Donc, elle est seulement là. Bon, elle se dit que bon, le sachet, en tout cas, certainement, je sais pas que c'est la renseigné, donc il met son argent, et tout, etc. Bref, pour elle, quoi? Tant qu'elle a son gain, le reste ne l'intéresse pas. Ils continuent de coucher ensemble, ils ont des rapports sexuels et tout, machin. Ça enjoy, ça profite de la vie, ça part à tel endroit et tout, etc. C'est comme ça qu'un matin, le monsieur appelle la fille. Ils sont ensemble. Ils partent ensemble dans un endroit à l'hôtel et tout. Il y a la fille. Moi j'ai un fantasme. La fille s'est dit ok, nous sommes grands, chacun de nous peut avoir des fantasmes, c'est pas interdit d'avoir des fantasmes. C'est quoi ton fantasme, papa? C'est comme ça qu'elle se rend compte que le sachet, le fameux sachet, est là, quelque part à côté du lit. Il dit oh non, mais avant ça, je vais te dire que je vais te donner tout l'argent que tu veux, je vais prendre soin de tes parents et tout. Je vais te payer ton école jusqu'à la fin et tout. Genre, je vais payer ton école jusqu'en fin de cycle, tout ce que tu veux, je vais te donner, machin. C'est vraiment si tu réalises ce fantasme-là, tout ce que tu veux, je vais te donner. C'est comme ça que la fille s'est dit que mais ça c'est une nouvelle. Tout ce que je veux, tu vas me donner. Oh, je vais te donner tout ce que tu veux et tout. Et le monsieur, curieusement, il ouvre le sachet. La fille s'est dit que bon, peut-être que c'est déjà l'argent là qu'il veut me donner, mais le fantasme c'est quoi? Il dit ok là, avant toute chose, je veux que tu couches avec mon cerveau. La fille est restée, genre elle a bugué. Comme si elle avait entendu, comme si elle avait entendu à l'envers. Comment ça? Moi je veux que tu couches avec mon serpent, je te promets que tu vas aimer, tu vas kiffer, tout, c'est juste pour quelques temps. Si tu as vraiment tout ce que tu veux, je vais te donner tout ce que tu veux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui est passé par la tête de la fille pour qu'elle dise oui. Moi je préfère mourir, je ne sais pas, je préfère mourir à l'instant T. Tue-moi même. Que de m'imaginer que j'ai peur des serpents. Tue-moi même, tue-moi. Oui, de m'imaginer que tu es couché avec ce truc-là. La fille dit que mais non, la machine dit que non, il insiste. Elle accepta. C'est comme ça que le monsieur prend son serpent. Il introduit dans le vagin de la fille. Le serpent fait tellement bien la chose qu'elle a dit qu'elle même elle a dit son témoignage, je n'invente rien, qu'elle a commencé à kiffer. Elle kiffait. Elle était dans l'argent, elle kiffait. Tout. Vraiment désolée pour le bruit des voitures. Elle est en train de kiffer. Dès que le serpent a fini de faire ce qu'il a fait, je ne sais pas s'il a léché ou s'il a sucé ou s'il a quoi, il a avalé. En tout cas, le serpent a fait son travail tellement bien fait que la longa a senti que là, en tout cas. C'est comme ça que la fille part avec ce que le monsieur a promis de l'argent, qu'elle voulait une forte somme d'argent qu'elle n'a jamais vu depuis sa vie, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu l'argent comme ça. Elle entend seulement les montants violents, mais elle n'a jamais vu ce genre de montants. C'est comme ça que la jeune fille, au bout de 2 jours, elle a appelé son chou, elle a dit que non bébé, machin et tout. Comment tu vas et tout, le fantasme là vraiment et tout. Elle appelle, le téléphone ne passe pas. Appeler, rien.
C'est que peut-être il est parti en mission, un truc comme ça, là, appelé rien de chien jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que le temps passait, elle se rend compte que quelque chose ne va pas au niveau de son sexe. Elle se rend compte qu'il n'y a rien de ce qui ne va pas en fait. Quand on est une femme, on sait que ça peut être quelque chose qui n'a pas au niveau du sexe. Un soir comme ça, elle part aux toilettes. Elle écarte bien les jambes pour bien voir ce qui ne va pas. Elle voit les asticots. Ah, les asticots qui sortent, les asticots sortent. Ils sortent en groupe. Ils sortent en groupe. C'est comme s'ils revenaient, je ne sais pas, les asticots sortent, ils sortent. Dès qu'elle essaie de mettre l'eau comme ça, apeurée, la peau quitte. En fait, j'imagine la douleur en tant que femme. La peau quitte. C'est comme ça qu'elle est partie à l'hôpital. Le gynécologue regarde comme ça et tout est mélangé là-bas. Tout est mélangé. La jeune fille est en train de pourrir. Elle est en train de pourrir. C'est pénible, ça fait mal. Elle est en train de pourrir déjà, pourrir. Et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle a raconté l'histoire. Elle a demandé aux jeunes filles de faire attention. Mais je ne sais même pas. Plus on raconte son histoire, plus on a l'impression que ça s'empire. Plus on raconte son histoire, plus on a l'impression que les gens sont de plus en plus attirés par les choses. Ils pensent que c'est un mythe. Tant qu'une personne de la famille n'a pas vécu ça, ou tant qu'elle-même n'a pas vécu ça, ils ne croient pas à ce genre de choses-là. Et c'est sûr que ce monsieur, il continue de faire ce qu'il faisait avec son serpent. Il a fini de prendre les chances, de prendre l'énergie de la petite, de prendre tout une personne qui était sur le point de finir l'école, qui devait sûrement être bien placée. Les parents s'occupaient déjà de toi. Sometimes, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a, le contentement. Apprenons le contentement, c'est important dans le monde dans lequel on vit là. Le diable ne va jamais te présenter ce dont tu n'as pas besoin. Il va juste te montrer ce dont tu as besoin. Ce que tu cherches le plus là, c'est ce qui va t'exposer. C'est ce qui va te montrer. Si tu es attiré par l'argent, c'est l'argent. Si tu es attiré par les femmes, c'est les femmes. Si tu es attiré par les hommes, c'est les hommes. Donc faisons vraiment attention. On ne va jamais cesser de sensibiliser. On ne va jamais cesser de parler. On ne va jamais cesser d'expliquer. Mais malheureusement, c'est toujours les mêmes choses. Ils sont toujours aveuglés par l'argent, aveuglés par le paraître, par toutes ces choses-là, vraiment les vaines gloires. Vraiment que Dieu nous aide chacun pour sa part. Qu'on ne soit pas nous-mêmes exposés à ce à quoi on condamne, qu'on ne soit pas nous-mêmes le même sujet dans les témoignages, on demande de raconter nos vies sur des LG parce que nous-mêmes on a fléchi le genou devant ce genre de pratique. Donc faisons attention et vraiment gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs de toutes choses, gardons nos cœurs et soyons très sensibles. Vraiment, soyons sensibles. Conseillons nos sœurs, conseillons nos enfants. Ne cessons pas de conseiller, n'arrêtons pas de conseiller jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que même s'ils ont peur, c'est pas grave. Conseillons ces enfants-là, conseillons nos frères, nos soeurs, nos cousines, conseillons nos amis. Ne nous arrêtons pas de conseiller parce que j'ai l'impression que ça ne va jamais terminer, cette affaire-là. Et plus le temps passe, plus les jeunes filles et les jeunes garçons sont de plus en plus portés à ce genre de pratique-là. Donc vraiment faisons attention et puis voilà, c'est ce que je voulais partager. Je viendrai certainement avec de nouvelles histoires. Vous passez une bonne nuit et que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir, je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années. J'avais encore 12 ans. Il y a un jour, mon père avait une église et c'était un pasteur. L'église, il n'y avait pas les enfants du pasteur. On était là. Parmi les fidèles de mon père, il y avait une orpheline qui était restée avec ses sœurs. Sa mère était décédée. Elle avait ses sœurs et son mari et ses enfants. Ne pouvant pas s'occuper de tout le monde, elle a décidé d'envoyer sa petite sœur qui était un peu grande chez leur grand-père côté maternel. En partant sur le côté maternel, chez son grand-père le côté maternel, elle ramasse. On a donné le vampire parce qu'elle disait que non, c'était une viande qu'on avait donnée. Elle avait mangé. Mais le grand-père avait appelé que non, ta petite sœur a l'épilepsie. Donc, ils ont couvert, on peut dire quoi, la sorcellerie là, qu'ils avaient donné par une maladie, genre l'épilepsie. Je ne peux pas penser que c'est ça, mais à chaque fois que tu faiblis, que tu as pitié de la personne et tout,
et il te manipule au travers. Ça veut dire que tu faiblis seulement pour avoir pitié et te manipule. Après ça, c'était une jolie fille, vraiment, elle était très belle. Elle avait tout, on a gaspillé avec. Donc, un jour, quand on appelle la soeur en question, la fidèle de mon papa, que non, ta petite soeur, elle a la colère, elle paniquait, elle est vite partie, elle dit, ah, qui m'avait envoyé, oh non, elle a traversé l'eau, on avait soigné une épileptique ou quelque chose comme ça. Donc, elle a ramassé la maladie. Donc, en prenant sa petite soeur, elle l'a emmenée à l'église, évidemment, chez mon père. Mais nous, l'église, c'était aussi la maison, genre. Il y a un côté l'église, un côté la maison. Donc là, elle dormait aussi là avec nous dans la maison. Elle tombait jusqu'à ce qu'un jour, papa a dû la révéler que non, c'est pas l'épilepsie, c'est le vampire. Et papa l'avait coincé un jour, juste la même taloché, je crois. Toi, tu pars où? Elle ne répondait pas. Parfois même, on s'est réveillé la nuit. Quand tu veux te réveiller la nuit pour aller pisser, tu vois quelqu'un qui marche. Elle a les yeux ouverts, mais c'est ces gens noirs, tu avais même que peur. J'ai pas même, j'ai encore les frissons. Quand tu demandes, mais toi tu pars où elle te dit par exemple, je passe chercher le balai, où elle ne répond pas. Après, tu vois, elle tombe là où tu l'as coincée, là, elle tombe. Boum. Après, elle se réveille, elle fait bonjour, ça va. Elle fait comme si elle était inconsciente. Quand tu lui parlais, elle ne se réveille pas. Donc, c'est comme si elle était partie et quand vous parlez comme ça, elle revient en vitesse. Donc, c'était comme ça. Un jour, elle avait des assiettes. Elle cassait les assiettes tout le jour. Mon nom partait à l'école, elle ne partait pas à l'école. Étant malade, elle ne pouvait pas aller à l'école. Donc, à chaque moment, on dit, ah, vous la lavez vos assiettes avant de partir. Parce que quand je reste ici, là, elle, quand elle lave, elle me casse les assiettes, elle me déchire les pannes, je ne sais pas. On a parlé, on lui parle tout le temps, elle s'énervait. Elle partait raconter ça, raconter qu'on lui maltraitait, le monde lavait. Pourtant, c'est faux pour s'aimer la zizanie. Elle a eu à manquer le respect à maman. Donc, je me suis battue avec elle. En sachant que c'est c'est bon, moi, je n'ai pas eu peur. Je suis d'abord une personne très courageuse et tout ça. J'ai un son trop chaud. Donc, on s'est battu là et tout. Après, la nuit, le même jour, la nuit, je suis tombée malade, gravement malade. Maman m'a emmenée le lendemain à l'hôpital. J'étais vraiment grave. On m'a dit, ah, tu n'as jamais attrapé le palu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Que comment? Papa a mouru, les mamans à l'hôpital, tu m'emmènes pas, je vais mourir. J'ai parlé, elle m'a emmené même. Il n'y avait pas de taxi, je crois même au dos. Les gens nous regardaient jusqu'à on est parti à l'hôpital. En partant à l'hôpital, donc, on arrive à l'hôpital comme ça. Bon, on est resté, je suis tombée 2 jours dans le coma. 2 jours dans le coma. Maman, en voyant ça, elle a dit jamais. Ma fille était tranquillement bien. Elle était tranquillement bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est partie, elle a réuni les deux familles, côté paternel, côté maternel. Bon, son côté paternel, ils étaient tous réunis là-bas. Comme ça, les menacer que si vous ne me remettez pas ma fille, vous m'attendez 2 jours. Là, je ne blague pas avec vous. Elle a blâmé sa mère, elle a blâmé mon grand-père, elle a blâmé tout le monde. Les vieux, là, les oncles, les tantes. En tout cas, elle a blâmé tout le monde. Qu'est-ce que vous faites votre société? C'est pas pour me tuer, mon enfant. Ma chenille a fini de parler. Elle est venue à l'hôpital. Elle pleurait. Donc, je me suis réveillée aussi le même jour. Je vois mon père, tu pleures quoi? Elle a commencé à dire, ah, Seigneur, merci, machin et tout. Ah. Là, elle m'a dit, ah. Elle m'a expliqué maintenant l'histoire. J'étais là, médicale, je suis partie blâmer tes parents. Voilà pourquoi ils t'ont rendu la vie. Donc, j'avais raison et tout. J'avais déjà 17 ans lorsqu'elle, la fameuse petite sorcière, était venue témoigner chez ma mère là-bas. Donc, tu vois, elle a laissé passer toutes ces années, 5 ans. Elle est venue, oh, bonjour. Parce qu'on avait chassé de la maison. À cause des différents problèmes qui s'étaient passés, je sais tout ça là, donc il y avait des problèmes qui s'étaient passés, elle avait sémé la zizanie entre mon papa et sa soeur parce qu'elle disait que nous on maltraitait, papa m'a acheté ici, c'est là. Donc elle est partie, elle est retenue avec sa soeur. On retenait chez sa soeur, elle mangeait les enfants de sa soeur comme pas permis. Tous les jours, boum boum. C'est quand il est resté peut-être deux ou trois comme ça que la soeur est venue. Papa, je ne peux plus marcher, elle a quand même damé un, il restait que 2. Oh voilà, elle confesse que oui. J'ai mangé, elle passe son temps à me blâmer. Je mangeais son enfant, elle est ma boule, son esprit, c'est là. Ah. Oh, papa, ça m'égale encore là. Yeah. Mon père a dit jamais. Je ne peux pas. Ma femme ne va pas pouvoir accepter. Oh, papa a accepté, mais non. Que oui, machin. Mais non, quand elle vient, la fameuse petite sorcière, comme elle vient à la maison,
Elle me fait les câlins à toutes. On était combien? On est 5 filles, un garçon. Mes grands frères, ils habitaient plus là-bas. Donc on était là, 8, 5 filles. Oh, elles étaient gens contentes parce qu'on avait quand même passé un bon bout de temps ensemble et tout ça. Vous m'avez manqué et tout. Oh, on était quel on la regardait qu'il n'y a pas d'eau. Sérieusement, on avait peur. Après, quand elle est venue, mon papa fait asseoir maman pour dire que voilà, il y a tel veut revenir à la maison et tout et tout et tout. Elle-même qui coupe papa pour dire que non, avant ça, j'ai quelque chose à vous dire. Je sais pas si elle voulait plus revenir ou elle savait que quand elle devait dire ça devait créer des discussions ou des rancœurs, je sais pas. Oh, pour rappeler le jour que moi j'étais malade. Elle était malade. Non, oh oui, c'était moi. Parce qu'on s'était battu. Et même j'ai damé la maladie. Je voulais la tuer, l'emmener. Elle devait voir. Donc j'avais la colère. Mais quand je suis partie, j'ai rencontré son oncle. Je ne connais pas, juste que je ne m'a pas dit c'était quel côté maternel ou paternel, on m'a jamais dit. J'ai rencontré son oncle qui m'a donné la permission que lui part. Donc avec son oncle et mes deux personnes étaient sur quand on est parti pour appeler son esprit. En appelant son esprit, on appelle tel 3 fois. Elle se réveille quand elle me voit. Elle piaffe, elle retourne. Elle s'appelle on tirait son esprit. Elle dit qu'elle essaie de tirer mon esprit. Je refusais toujours. C'est là où mon oncle en question donne des trucs spirituels là-bas, mystique. Maman dit que la petite, elle a logué, son esprit est trop dur. J'ai tenté à le tuer plusieurs reprises. C'est là, pour rendre malade, c'est facile. C'est vrai que quand j'étais petite, j'ai tombé tout le temps malade. Donc, ici, on a compris que les maladies ne venaient pas naturellement tout le temps malade. Pour rendre malade, peut-être ça, oui, je rends malade. Mais quand un grand malade, on pense que dans la maladie, elle va mourir. Mais rien. Là, tu appelles, tu vois comment elle fait, non? Tu laisse. Elle dit que non. Elle était trop. Oh, même dans son esprit, elle est orgueilleuse. Elle me regarde, quand elle parle comme ça, elle me regarde dans les yeux, elle me dit tu es orgueilleuse. On t'appelle, sinon je devais t'emmener ton esprit en esclavage. Tu devais voir, ça devait t'apprendre à me bastonner. Je devais te montrer que tu es forte dans ce monde et moi dans l'autre monde. J'ai dit, yeah! Quand elle parlait comme ça, ma mère est venue, c'est mon putain, laisse-moi mon équipe. Donc tu m'as fait souffrir. Tu connais combien de jours et mois j'ai souffert à cause de cette situation. Maman voulait jongler sur elle. Jamais, maman dit jamais, je ne peux pas l'accepter chez moi. Si tu acceptes l'enfant là chez moi, puisque mon père lui tout c'est quand même un peu imposant, il dit que c'est moi qui décide. Elle vient pour être sauvée, on va prier et tout et tout. Maman a dit ok, si elle vient, moi et elle, on prie nos habits. Bon, elle et moi, on plie nos habits. On part. On va plier, on m'a même dit, va plier tes habits, on va partir. Ça va. Elle n'a pas vu que c'était sérieux, il a dit jamais. Elle a posé la question que bon là, si vous voyez comme ça que là, elle est fâchée et tout, à cause de ça. C'était possible une petite histoire. Elle a failli mourir et tout ça. La famille, elle avait eu des problèmes avec sa famille parce qu'elle était partie mal par la famille et tout. Mais non, moi, puisque je n'étais pas là pour nous qui sont allés parler pour les histoires, je suis venue que quand elle m'a demandé pardon. Après, j'ai dit que quand tu es parti dans le monde spirituel, l'oncle que tu as vu, c'est le côté paternel, le côté maternel. Parce que mon côté maternel, je n'ai pas assez d'oncles. Mais paternel, j'en ai beaucoup. Et moi, je n'ai pas compté avec mon père. Et je ne connais pas trop la famille de mon père. Je connais plus la famille de ma mère. Donc, j'ai plus demandé les précisions. Parce que ceux-là, moi, je ne les connais pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils vont venir. Ma chère me dit, quand elle voulait lire mon père attraper sa bouche, que faut pas dire, c'est la leçon chaude. Quand tu vas dire ça va mener des problèmes, même pas. Je dis, je vais garder. Dites-moi, je vais garder. Il me dit, oh non, tu ne peux pas aller lire. Tu ne peux pas aller dire. Si tu dis le nom de la personne, elle ira voir cette personne-là. Ça va mener des problèmes. On va venir dire quoi, machin et tout. J'ai réfléchi déjà que, oh, à ce qu'elle oncle, à ce qu'elle. J'ai dit que non, j'étais là fâchée avec tout le monde, les oncles, les tantes, là. Je n'y arrivais rien même plus. Après, bon. Moi, on vivait, puisque notre père était pasteur, on ne connaissait pas encore Christ, on ne connaissait pas vraiment la signification. En tout cas, c'était juste comme, pour nous, c'était comme juste une religion, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. J'ai fait personnellement sa rencontre et tout ça, et choses comme ça, mais la petite, elle, je crois même qu'elle avait même déjà, elle nous avait oublié quand elle est partie, parce qu'après ça, elle a tué sa sœur, qui était la fidèle de mon père. Elle a tué sa sœur, elle a tué les enfants, elle a d'abord tué les enfants. C'était déjà chaud. Toutes les sœurs se sont recoupées, les deux qui étaient restées pour dire que non, on va bouillir de l'eau
et on va lui mettre des dents et tout. Donc elle a tué l'autre, la soeur qui l'avait emmenée à l'église qui gardait. Qui était restée à deux, l'a tué. Jusqu'au jour que Dieu a son âme, vraiment, c'était pas facile, vraiment. Et là, je vous parle, la soeur, ça fait déjà 3 ou 4 ans déjà que la soeur n'est plus là. Elle a tué la soeur. Après, elle-même, elle était déjà folle dans la ville de Mwanda. Elle marchait partout. Les fous là, c'était ses maris et tout. Jusqu'à un jour, il paraît qu'elle était malade et tout ça. Mais moi, je passais par là puisque je partais au travail. Je passais par là. Les vacances, les bricoles de vacances. Donc, je passais chaque fois par jour. Mais nous ne reconnaissait plus. On passait là, on voyait tout. Elle marchait, elle mangeait dans les poubelles. Après, oh, la fille est morte, elle est devenue folle, la petite là, vraiment une belle fille. Les gens, elle avait quoi? Elle avait été malade, elle avait le palu, une grande pluie est tombée sur elle. Elle est décédée. Je ne sais pas si la famille avait pris le corps pour enterrer, mais parce qu'il n'y en avait plus de famille, il reste qu'une soeur. À ce moment, je vous parle, elle a laissé qu'une personne. Elle a mangé toute sa famille, les oncles, les tantes et tout. Et elle disait qu'à chaque fois qu'elle veut sortir en vampire, elle avait une blessure. Elle avait là-bas un serpent spirituel, qu'à chaque fois elle mettait sa main dans le serpent, elle sort. Et après, elle partait sucer le sang de ses soeurs, de tous ses parents. Elle pouvait aussi faire du mal aux gens qui n'étaient pas de sa famille. C'était possible. Si la personne est mauvaise, si la personne a un cœur bizarre. Et moi, elle me disait toujours que non, parfois quand mon père me blâmait, les pensées que je mettais en moi, genre pour dire qu'il me fait ça parce que je ne suis pas sa fille ou je ne suis pas c'est qui, ça ouvrait les portes à ce qu'elle pouvait plus me manipuler. Donc plus me manipuler, ça, les mauvaises pensées, elle arrivait à rentrer. J'avais aussi une petite soeur aussi qui elle cherchait à manipuler. Je ne sais pas si elle a manipulé ou elle cherchait à manipuler, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu ça qui s'est passé jusqu'à ce que elle est partie. Et quand elle sortait des gens vampires, c'était les blessures qui étaient sur elle, en fait. Et le vampire, ce qu'elle avait, la sorcellerie qu'elle avait, c'était du genre, elle s'était couverte par une maladie qu'on avait donnée, l'épilepsie. Donc, à chaque fois qu'elle tombait, là, tu penses que c'est l'épilepsie. Mais il y a que tu faiblis, que tu as pitié de une belle fille comme ça, comment elle peut tomber? Quand tu viens, elle te fait genre les pitiés. Mais en ce moment, elle est à sortir un peu, elle t'était manipulée. C'était comme ça, ces techniques, c'était comme ça, la manière dont elle se prenait pour manipuler les gens et tout ça. Et il y avait des blessures sur elle qu'elle suçait. Parce que à chaque fois qu'elle partait chez les pasteurs, les trucs qu'on dit, on l'empêchait déjà de mettre la main dans le serpent et tout. Donc elle suçait seulement la blessure, c'était les blessures au pied bien vraiment profondes. Elle mettait les doigts, elle suçait et elle sortait en vampire. Donc c'était un peu ça. Elle sortait en vampire et puis elle avait la possibilité d'aller partout. Elle faisait tout ce qu'elle voulait. Et elle disait même que dans le monde là, elle n'est rien, mais dans l'autre monde là-bas, c'était une reine, c'était la femme de son grand-père. C'était une reine, elle avait les voitures, elle avait des enfants. Et même parfois, même il disait que quand elle était à l'église, les enfants la quittaient dans l'autre monde pour venir parce que venir la chercher parce que ça fait longtemps qu'elle ça fait des heures qu'elle n'est pas arrivée là-bas. Donc elle prend sa main au milieu de son ce qu'elle fait, elle commence à donner. On dit c'est quoi? C'est là mon père disait que c'est qu'elle ont été fait là, c'est parce que ces enfants sont allés chercher à venir. Forcément il y a un qui est déjà même arrivé. Elle sort, elle part parler avec le vide. Non, on voit le vide, mais elle n'entend pas les retenez là-bas, j'arrive. Retenez là-bas, j'arrive. Retenez là-bas. Donc elle prend sa main, la pue, son sexe, elle a pu. Après elle rit, elle fait. Elle rentre dans l'église. Donc c'était un peu ça, l'histoire que j'avais à raconter. Et le vampire a été donné par une viande qu'elle disait qu'elle voyait ça comme le poulet. On avait donné, on avait mangé. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir à toute la communauté DMG TV. DMG, bonsoir. Comment vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. DMG, ça fait quelques mois que je connais ta chaîne. Et vraiment, je te dis merci parce que ça nous édifie beaucoup. Ça nous édifie beaucoup. Moi, personnellement, bon, je ne peux plus m'en passer. Hein. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Même si je suis à la boutique, c'est DMG. Même tout mon entourage te connaît. Tout le monde. Bon, j'ai ton histoire qui m'a beaucoup plu. C'est, comment on appelle, la dame qui a eu 3 enfants avec un revenant. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup touché.
Bref, DMG, depuis que j'écoute tes histoires, je n'ai jamais raconté mon histoire. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je vais apporter une pierre à l'édifice. Voilà. J'appelle du Burkina Faso. Moi, c'est Neymatou. J'appelle du Burkina, plus précisément de Ouagadougou. L'histoire ne me concerne pas directement, mais bon, je vais le raconter. L'histoire concerne un ami. En fait, l'ami revient du travail. Quand il revenait du travail aux alentours de 23h et 22h30, excusez, 22h30, il passe devant le grand hôpital, l'hôpital Yalagado Ouedraogo. Il passe devant l'hôpital, il croise une fille. Quand il croise la fille, il parle avec la fille accepte, il prend la fille, il l'amène chez lui. Quand il amène la fille chez lui, il passe de bons moments, bon, je ne sais pas quoi dire, excusez-moi, mais ils couchent ensemble. Voilà, ça s'est bien passé. Et puis vers les 4 heures, la fille lui dit de le ramener. Donc il ramène la fille devant l'hôpital, le grand hôpital. Donc selon lui, il s'est dit que la fille est venue accompagner un malade, un truc comme ça. Bon, la fille lui remet deux numéros. Et le premier c'est un numéro de téléphone, mais l'autre numéro n'est pas un numéro de téléphone. Donc pour commencer, il a commencé à appeler le numéro de téléphone depuis la maison et ça passe pas. Il a appelé le numéro en vain, ça ne passait pas. Donc il dit, il est allé à l'hôpital. Il a utilisé le autre numéro pour rentrer. Il demande, personne ne connaît. Donc après il parle à un médecin. Le médecin dit, mais ça c'est un numéro de la morgue là. Le gars dit, quoi? Un numéro de la morgue? Comment ça? Il dit, oui, mais c'est un numéro de la morgue. Donc il part à la morgue. Arrivé à la morgue, il demande au morguier là-bas que bon, il montre le morguier dit que oui, le numéro c'est un numéro de la morgue, un numéro d'ici. Donc il rentre, il voit, il tire, comment on appelle ça, moi je ne connais pas trop les noms, le tiroir. Il tire le tiroir et il voit la fille qui est couchée là-bas. La fille que lui-même il a remorquée hier devant l'hôpital, amenée chez lui. Ils ont eu des rapports, tout. Ça s'est très bien passé. Il a ramené la fille. Cette fille était couchée à la morgue, blessée là-bas, couchée. Le gars était devenu hystérique. Il était devenu comme un fou. Il dit, mais c'est archi faux. Je viens de prendre cette fille hier nuit devant l'hôpital, amenée chez moi. On a tout fait ensemble. Je l'ai ramené ici. Il m'a donné ces deux numéros. Mais c'est pas possible. On dit, mais oui, la fille a fait un accident hier. Donc, c'est hier qu'on l'a amené ici. Et il dit, quoi? Mais c'est pas possible. On dit, oui, c'est ça. C'est la fille qui est là. Maintenant, lui aussi, bon, il était, bon, sur le champ, il était dépassé par les événements, tout. Bon, quand il est revenu à la maison, bon, il allait voir les comment on appelle ça, les marabouts. Non, c'est pas un marabout, je veux dire, les gars, les musulmans là, les Rokia et consorts, ils ont prié sur lui, tout, pour pouvoir enlever ça. Sincèrement dit, bon, c'est pas simple. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est pas bon de croiser une fille, tu ne la connais pas pour la première fois et puis amener une personne chez toi pour dormir. C'est pas possible. On ne peut pas amener un inconnu comme ça parce que nous, on se dit, bon, eux, ils se disent qu'ils sont accros, ils sont quoi. C'est des femmes faciles, quoi. Mais c'est de revenants, ce ne sont pas des femmes. En fait, souvent, bon, c'est pas comme ça. Celle-là même, elle t'a donné son numéro, même c'est pour que tu chasses qu'elle est revenante et qu'on sort. Sinon, d'autres personnes, même là, est-ce que tu allais savoir que c'est un revenant, quoi. Les revenants sont remplis dans la ville, donc faisons très attention. Faisons très attention à ce qu'on fait. On ne peut pas croiser quelqu'un. C'est valable pour les filles aussi. Tu croises un homme pour la première fois, puis tu le suis pour aller chez lui, quoi. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Donc, méfions-nous et faisons très attention. C'est comme vous le dites souvent, le dehors est dangereux, le dehors est risqué. Donc, faisons très attention. À bon entendeur, salut. C'est Nema depuis le Burkina Faso. Allez,
Bonne suite à vous et beaucoup de courage. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour famille DMG TV, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi je me surnomme Princesse et je suis de nationalité gabonaise mais je ne vis pas au Gabon pour le moment. Donc je viens aujourd'hui raconter une histoire. C'est la première fois que je vais raconter une histoire et j'espère qu'elle sera un peu compréhensible. Donc, c'est l'histoire de mon grand frère, décès de mon grand frère. Il faut savoir que moi, je suis le type de personne dite songeuse, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des visions endormies, qui peuvent faire des voyages spirituels, et qu'on dit souvent qu'on a la tête ouverte. Voilà, on est vraiment axé dans le spiritisme. On est sensible au spiritisme. Donc, mon frère, il décède un mercredi du mois de décembre 2019, un mercredi. Et moi, 3 jours avant, je fais des songes assez étranges. Il faut savoir déjà que dans ces songes-là, je faisais d'abord des rêves normaux, c'est-à-dire les 3 jours précédents, le mercredi du décès de mon frère, je faisais des rêves normaux. Voilà, donc je fais un rêve normal où je peux me balader comme ça, il n'y avait rien d'inquiétant. Ce sont des rêves qui résument de la journée. Et il y a comme une brèche qui s'ouvre dans mon rêve. Et il y a des personnes qui viennent et qui me demandent je veux le lit, je veux le lit. Est-ce que moi je peux avoir le lit? Je viens avant les autres, est-ce que je peux avoir le lit? Combien coûte le lit? Donne-moi le lit, s'il te plaît. Moi, je suis étonnée, je ne comprends pas. Je me dis, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Et la brèche se ferme, je continue à un rêve normal, ça c'est la première nuit. La deuxième nuit encore, il y a plus de personnes qui viennent, 4 personnes qui viennent de manière insistante. Mais le lit c'est combien? Nous voyons que le lit est déjà prêt, nous avons mis toutes les conditions pour le lit. Le lit c'est combien? Et ça devient de plus en plus alarmant, et tout. Et je ne comprends pas, je me dis, mais qui sont ces personnes? Dans le sang, je cours, je m'enfuis, je commence à avoir des palpitations, je sens j'ai un pressentiment bizarre et je me dis, il y a un problème. Et donc, je me réveille. La dernière nuit, donc la veille du mercredi, donc la nuit de mardi à mercredi, là, je fais un dernier songe. Où je fais encore un rêve normal de la journée et là, il y a une brèche s'ouvre, mais c'est plus alarmant encore, où des personnes sont dans une chambre en train de mesurer un lit, un grand lit de place. Ils mesurent, je ne connais pas cette chambre, et ils mesurent le lit. Donc, il y a des hommes et puis, je pense, une femme dedans. Ils mesurent et ils disent, bah, le lit est prêt, donne-nous le lit. Le lit c'est combien? Pourquoi tu refuses de nous donner le lit? On est prêt à payer, c'est combien? Et moi, j'étais tellement agacée, ça faisait 3 jours que je voyais ça, j'étais agacée, je ne comprenais pas, j'essaie de discuter, mais ils sont de plus en plus alarmants, leur voix sonne dans ma tête, c'est combien le lit? Et là, je me mets à crier dans le songe, je m'en fous, quoi. Je ne vends pas les meubles de chambre, de maison. Je ne vends pas les meubles d'aménagement. Donc, I don't care. Prenez le lit. Je m'en fous, prenez le lit. Et là, il y a comme un silence. Il y a comme un silence. J'ai le frisson. Je le ressens dans mon corps physique. Je ressens aussi la pression dans mon corps, dans le songe. Il y a un silence. Et c'est là où un monsieur dit,
OK, merci. Le OK, merci, je me suis réveillée. Je me suis réveillée très tôt à l'aube. Et, après, comme ça, la journée commence. Je me suis dit, je suis levée très tôt, pas de souci. Et donc, j'apprête ma journée tranquillement. J'ai reçu la visite d'un ami et, j'ai fait à manger. Il était 13 heures, je n'oublierai jamais. 13 heures, je vois l'appel de mon frère, un autre frère, parce que j'ai 3 frères. Un autre frère, l'aîné, qui m'appelle, je coupe parce que j'ai de la visite. Un autre, il appelle encore, je coupe, je lui dis, j'ai une visite, je te rappelle dans peu. Et là, c'est ma soeur qui m'appelle à la normale. Et là, je me dis, si c'est 3 fois, c'est qu'il y a une urgence. Donc, je décroche l'appel de ma soeur. Elle est en pleurs, en panique. Et elle dit, ouais, il y a Esdras est décédé. Esdras est décédé. Esdras est décédé. J'ai dit, quoi? Comment ça, il est décédé? J'étais tétanisée, j'arrivais pas à recevoir l'information et j'ai dit, ok, d'accord, je te rappelle. J'ai coupé et elle a essayé de me rappeler, j'ai coupé et j'avais pas à recevoir l'information. Donc, du coup, j'ai fait comme s'il n'y avait pas d'information. Mon ami me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es, tu as le visage tout gris. Je lui dis, mais je viens de perdre l'un de mes grands frères et c'est mon meilleur ami. Je n'ai pas d'autres meilleurs amis que mon grand frère là. Et il a arrêté de manger. Il m'a dit, mais viens en prie parce que faut savoir que c'est l'année où je venais à peine d'être chrétienne et de me baptiser. Donc, quand je rentrais dans une consécration, vraiment une vie de consécration et tout ça. Et donc, c'était l'un de mes amis chrétiens. Donc, il me dit, viens en prie et tout. J'ai dit, non, je ressens une lourdeur, je ressens une fatigue. Je vais juste m'allonger dormir. Donc, je dors et quand je dors, je songe ou je marche dans une ruelle. Et je suis en train de dire à Dieu, mais je viens à peine de me baptiser, de rentrer dans la consécration. Et toi, tu m'enlèves mon meilleur ami. Tu ne peux pas m'enlever mon meilleur ami. Je vous le raconte et j'ai encore le frisson parce que ce sont des images qui ne quittent pas de ma tête. Et là, je dis en 2019. Et décembre 2019, bien sûr. Donc, je suis en train de songer comme ça et je marche dans la ruelle, je suis en train de parler à Dieu. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas, s'il te plaît, pas mon meilleur ami, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as rien montré? Je ne comprends pas. D'habitude, on dit que les enfants de Dieu, ils ont un truc, un pressentiment comme, comme lorsque il y a quelque chose qui va arriver, le Seigneur les prévient. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? Et j'arrive au bout, il y a une porte. J'ouvre la porte. C'est exactement la pièce que j'avais vue dans le songe précédent. Et le lit était exactement le même lit. Et au milieu, il y avait mon frère qui se faisait taper, rouer de coups par des personnes, je veux dire, comment expliquer? Oui, des chauves-souris en même temps avec le body le corps humain. C'était comme ça entre deux des chauves-souris. C'était mi-chauve-souris, mi-humain. Ils tapaient, ils étaient tout noirs. Ils sont volés, ils tapaient mon frère. Ils étaient exactement la poignée de main que j'avais vue des personnes. Ils tapaient. Et j'étais paniquée et j'ai crié Esdras, Esdras. Et tout s'est arrêté, les chauves-souris sont sorties et tout. Et il m'a dit, oh, princesse, mais c'est fini, c'est trop tard. Et il a voulu se lever. Il n'a pas pu se lever. C'est comme s'il était cloué au lit. Et je me sens comme projetée hors de la pièce parce que je voulais rentrer en même temps pour essayer de le faire sortir du lit. Lui aussi, il essayait de tendre la main pour sortir, quitter du lit. Et donc, je me sens projetée hors de la pièce et je le vois qui sort en marchant. Il marche comme si il errait, comme s'il ne savait pas ce qui se passait. Il avait du sang qui sortait de la bouche. Et je criais, Esdras, Esdras, où tu vas? Ne pars pas, Esdras. Et il ne m'écoutait plus.
Donc, je me réveille de là et là, je me réveille en pleurs parce que maintenant, j'ai l'explication. Maintenant, je me dis que j'ai l'explication de ce que j'avais vu. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on m'a demandé le lit. Moi, je connais pas euh, euh, les histoires mystiques et tout. C'est vrai que je me suis pas totalement intéressée quand j'étais plus petite, les histoires spirituelles. Je n'avais, même quand je posais quelques questions, les parents ne donnaient pas trop d'informations, donc j'ai balayé ça du revers de la main. Je me suis dit, c'est pas grave. Et là, je commence à devenir chrétienne en 2019, donc je me dis que j'ai une autre forme de spiritualité, mais ça m'intéresse aussi pour ne pas être naïve de tout ce qui se passe dans le continent africain, de notre pays et tout ça. Donc, je, je, je reçois l'appel de ma mère le soir, je décroche et là maintenant je percute l'information encore plus profond parce que j'entends ma mère pleurer, j'entends tout le monde pleurer à la maison et elle me dit, elle me dit, calme-toi, calme-toi, je vais te dire une chose une fois. J'ai dit oui maman, je suis calme, je t'écoute. Elle me dit, il faut que tu veilles, il faut que tu veilles. Tu ne peux pas pleurer comme nous. Il faut que tu veilles. Parce que il a frappé une fois, peut-être il va frapper deux fois, mais il faut que tu veilles. Tu es la seule personne qui peut continuer à veiller. Tu ne peux pas pleurer comme nous. Et puis tu es devenue chrétienne, donc tu ne peux pas pleurer comme nous. Il faut que tu restes éveillée. Mais moi, je dis, je comprends pas ce que tu me dis. Tu me demandes de ne pas faire le deuil de mon frère. Elle dit, non, je te demande juste de veiller. Il faut que tu veilles. Faut pas que quelqu'un d'autre y parte. Faut pas que quelqu'un d'autre parte. Il faut veiller, veiller. Et tellement, je pense qu'elle est en train de piquer une crise. Et mon autre frère, il a pris, il a dit, j'espère que tu n'es pas seul, il faut être entouré parce qu'on sait que tu étais très proche de ton frère, il faut être entouré. Donc, dans la même semaine, on a eu une rencontre et tout. On a eu un peu plus d'explications que mon frère, il est décédé comment? Euh, il est parce qu'il vit pas à la capitale, il vit dans euh, la province, la province, dans les provinces. Il vit dans les provinces. Donc, il est rentré en province, là où il vivait. C'était le jour où il devait prendre le salaire. Il a pris son salaire. Ensuite, il allait prendre un jus dans un bar. Il allait prendre un jus. Il a pris un coca. Il a payé la serveuse avec le pourboire et tout. Il a pris une gorgée. Il a levé la serveuse dit, il a juste levé la bouteille. Il a bu. Il a déposé. Ensuite, il s'est levé comme s'il marchait vers la sortie et il est tombé. C'est tout. Il est tombé comme ça. Entre-temps, oui, le même mercredi, j'ai eu un appel, j'ai oublié de le dire. Le même mercredi, j'ai eu un appel d'un frère chrétien aussi du Gabon qui a aussi des visions, qui parle beaucoup avec ma mère et puis ma soeur. Donc, il m'envoyait des messages, des notes vocales, il me disait... il ne faut pas déplacer le corps. Ne déplace pas le corps parce que l'esprit est encore là. Ils n'ont pas saisi l'esprit. Il ne faut pas déplacer le corps. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas au Gabon. Moi, je suis à l'extérieur. Et tu sais, là, c'est les deux, ils ne vont pas répondre au téléphone. Et ils sont pas à la capitale, il n'est pas à la capitale, il est à la province. Donc, certainement, on a déjà déplacé le corps, il est déjà à la morgue et tout. Il voyait un monsieur, moi je voyais un monsieur, mais je ne connais pas. Donc, dans la même semaine, là, je reviens maintenant, dans la même semaine, il faut préparer les funérailles et tout ça. Et mon frère, lui, il était à l'armée aussi. Mon père aussi, il est à l'armée. Il était à l'armée aussi. Donc, dans la même semaine où il faut préparer des funérailles et tout ça dans la même semaine.
j'ai eu d'autres songes, d'autres visions. Je n'arrivais pas à dormir. Aucune nuit n'était tranquille. Quand je ferme les yeux, même éveillée, je ferme les yeux, je vois des images, je entends des voix. J'étais vraiment alarmée. Et après, je me suis dit, il faut que je me calme et il faut que j'analyse tout ce que je vois. Je peux pas pleurer comme tout le monde. Je peux pas me contenir, je peux pas agir comme tout le monde. Donc, je vais rester calme. Et puis, je vais analyser tout ce que je vois. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, j'ai commencé à faire ce travail parce que j'arrivais même pas au boulot. J'allais plus au boulot en stage. Non, je restais à la maison. Donc, j'ai commencé à analyser. Et je parlais à mon frère, il est décédé. Je discutais avec lui, avec Estras. Euh, je voyais qu'il me montrait des personnes, il me montrait certains trucs de famille et il m'a donné un nom. Je suis allée dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes du corps habillé, donc on dit ça comme ça au Gabon. Euh, les corps habillés, donc les militaires. On les appelle les corps habillés. Donc, il y avait d'autres personnes même que je voyais qui étaient aussi corps habillés qu'on pouvait connaître, que ce soit sur les personnes connues, voilà, des colonels, des généraux qui sont décédés. Et il me disait, voilà, ça, c'est pas une mort normale, tu vois. S'ils sont dans ce couloir-là, c'est pas une mort normale. Ensuite, il m'a montré quelqu'un qui était dans un lit. Il me disait, voici, lui, il va bientôt partir et tout. Et je lui disais, mais pourquoi tu me montres tout ça? Après, il m'a donné le nom de quelqu'un. Je me suis réveillée. Bon, parce que je me suis réveillée de la vision, disons ça comme ça. Et j'ai contacté maman parce que c'est avec elle que je donnais quelques informations. Voici, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais il faut savoir que nous, on n'a pas grandi dans la famille élargie. Nous, on était très restreints, famille vraiment restreinte. Donc, connaître tous les oncles ou connaître tous les... Non, je ne connaissais pas beaucoup de familles. Je suis sortie aussi très tôt du pays. On a été très famille restreinte, donc on ne connaissait pas tout le monde. Donc le nom, j'arrivais même pas à bien le répéter, mais je répétais à ma mère un nom qui ressemble comme ça. Est-ce que tu connais un certain comme ça? J'arrivais pas à le décrire vraiment et tout ça. Et elle me disait, hey, mais le nom que tu dis, on l'a trouvé, la photo de ce monsieur sur Esdras lorsqu'il est décédé, lorsqu'il est tombé. Dans sa poche, il y avait la photo du monsieur et le nom était écrit derrière, le nom que j'essayais tant bien que mal de prononcer. Esdras avait écrit derrière le nom. Je prends un exemple, Kumba. Kumba, il faut le retrouver. C'était écrit comme ça sur la photo derrière. Et donc, elle me dit, oui, oui, mais on ne savait pas c'était quoi, on ne savait pas et tout. Mais c'est aussi quelqu'un qui est dans les corps habillés. Et j'ai dit, d'accord, mais c'est c'est Esdras qui m'a parlé de lui. Esdras qui m'a parlé de lui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est Esdras qui m'a parlé de lui. Il faut vraiment rechercher cet homme. Je crois que lui, il connaît comment ça se passait avec mon frère. Donc, encore dans la même semaine, j'ai des visions beaucoup de gens armés. Beaucoup de gens armés avec mon père au milieu, ils sont en train d'acclamer, mon père en train de pleurer et beaucoup de personnes et tout en noir, des chauves-souris et tout machin qui veulent rentrer dans la famille et qui me demandent encore des choses, mais j'arrive plus à leur répondre parce que je sais maintenant qu'ils me demandent des choses. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi moi, on me demande des choses alors que moi, je connais pas. En 2019, je venais à peine d'être chrétienne et tout. Donc, pour terminer l'histoire, le moment où on l'enterre, parce que ça s'est passé très vite, vu que on n'a pas trop eu d'autres informations de l'enquête. Bon, du moins, notre papa, il ne racontait pas les histoires, les informations qu'il avait. Il ne racontait pas. Mon père avait maigri. Il avait maigri vraiment pendant cette semaine-là.
Il ne mangeait presque plus, il ne parlait pas beaucoup. Il était juste là silencieux. On lui demandait, il faut l'argent pour tel, il donnait l'argent pour tel, il donnait. C'est ma mère qui n'arrêtait pas de lui dire, mais exprime-toi, dis quelque chose. Tu connais certaines personnes qui viennent te dire, on a vu ton fils, il a traîné avec tel il y a 2 jours, il a fait ça, il a fait ça. D'autres donnaient des théories, mais mon père, il ne réagissait pas. Et dans le moment où on devait l'enterrer, bien sûr, je ne suis pas descendue au pays, je suis restée là où je suis. Je ne suis pas descendue au pays parce que billet d'avion quitté quand tu es hors de... comment on dit? Quand tu es hors du pays et du continent, c'est pas évident de rentrer facilement comme ça. Donc, je ne suis pas rentrée. Et le jour où on l'enterrait, j'ai pas dormi et j'ai eu encore des visions. Là, maintenant, c'est quelqu'un qui m'emmenait quelque part pour voir. Il me dit, il faut que tu vois. Il faut que tu sois conscient de la réalité. Je ne connaissais pas cette personne, mais j'étais vraiment en sécurité avec cette personne. J'étais vraiment en sécurité avec cette personne. Et la personne me disait, ne t'inquiète pas, je te montre pour que, pour que tu vois la réalité de la chose. Donc, il m'emmène à un endroit, il y avait comme des tentes, comme si c'était les endroits où on fait les trucs traditionnels. Le Briti, ce sont des trucs traditionnels, les endroits. C'est pas des tentes, c'est des endroits où on fait des trucs traditionnels dans la cour et tout. Voilà, c'était très, très, très noir. Il n'y avait que le feu qui permettait de voir des ombres et tout autour. Et tout au fond, il y avait une vieille dame. J'arrive même pas à décrire cette dame. Au fond, il y avait une vieille dame avec une très grosse marmite et elle faisait cuire quelque chose. Elle tournait. Et il y avait encore ces personnes-là, ces personnes que j'avais vues, souvenez-vous, dans le sens qui demandait le lit. Ces personnes-là étaient autour avec d'autres de leurs adeptes, autour du feu, autour de la marmite, là. La femme là tournait et quand elle a soulevé la grosse louche, c'était comme des os, comme des lacs de du squelette qu'elle a fait sortir. Elle a dit, cette fois-ci, la viande est prête. Maintenant, c'est bon. Vous l'avez déjà pris, la viande est prête. Maintenant, c'est bon. J'étais écœurée. Mais dans mon esprit, quand je voyais ça, c'est comme si c'était mon frère qu'ils avaient pris et qu'ils avaient fait ce rituel-là. Je ne connais pas ce rituel-là, le nom français. Je ne connais pas ce rituel-là, jamais vu. Donc, elle tournait. Je me suis dit, mais c'est Esdras. Et la personne qui était avec moi, qui me tenait, me disait, il faut juste que tu vois. Il me disait, attention, ne fais pas trop de bruit, parce que le monde spirituel, ce que tu vois, peut te voir. Et quand ils te voient, peut-être ils savent pas peut-être la forme que tu as. Ou si tu as ta vraie forme de physique dans le monde spirituel, il peut te voir. Ou alors si c'est une autre forme. Mais en tout cas, ce que tu vois peut te voir. Le monde spirituel n'a pas de barrière. Là, n'a pas de barrière, de limite. C'est ça. Et donc, j'ai vu ça. C'est comme ça, c'est comme s'ils ont senti quelque chose et ils ont couru et puis le monsieur m'a dit réveille-toi et je me suis réveillée. J'arrivais pas à dormir. Donc c'est vraiment ça. Là c'est une partie. Bon, c'est la fin. C'est la fin pour le décès parce que le titre c'était le décès de mon frère. Donc c'est ça la fin. Mais après. Je vois mon frère, je discute avec mon frère, je parle avec mon frère. Et je vais revenir pour vous raconter comment mon frère continue à montrer des choses, parler avec lui et tout ça. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. Donc, n'oubliez pas de comment, commenter, partager.
Likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez parce que là, on parle de 2019. J'ai commencé à rentrer dans la chrétienté. Je comprends pas pourquoi moi, je dois donner les accès. Et sachant que c'est pas la première fois qu'on me demande des accès, c'est à partir de ce moment-là, on me demandait... elle me demandait pour ma maman, parce que après ça, elle m'a demandé ma maman, donne-moi le mot de passe de la carte bancaire de ta mère. J'ai dit non, je veux pas. Ça c'est des mois après, donc on rentre dans 2020. J'ai dit non, je veux pas donner le mot de passe. Non, si, il faut donner le mot de passe. Donne seulement le mot de passe. Mais non, je veux pas. Et c'est toujours sur 2 jours. Je ne veux pas. Et après, ils disent, bah, ok, on va prendre ton neveu, l'enfant que tu as élevé et tout. J'ai dit, bah, je peux pas changer une vie pour une autre. Allez, si vous pouvez prendre. Mais moi, je vous laisse pas prendre. Je vous laisse pas prendre. Je suis chrétienne. Je vous laisse pas prendre. Je connais pas tout ça. Je vous appartiens pas. Ils disent, mais comment ils sont comme ces personnes, ils sont comme étonnés ils sont comme étonnés que moi je réponds comme si je sais pas. Alors pour eux, ils se disent, mais tu sais, tu sais tout ce qui se passe. Tu sais pourquoi on te demande, pourquoi tu dis tu connais pas. Tu connais pas tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai eu. Et puis, ils me disent, tu veux pas donner le mot de passe de la carte bancaire de ta mère? Parce qu'ils se disent, comme la première fois, je connaissais pas, ils ont demandé le lit. La deuxième fois, ils vont passer par, je veux la carte bancaire, la carte, le numéro de la carte bancaire de ta maman. Je veux donner le numéro et puis ils vont la prendre. J'ai dit non. Ils ont dit donc, je vais prendre ton neveu, celui que tu as élevé. Et quand j'ai dit, malgré ça, je ne donne pas, je suis chrétienne, je ne donne pas les informations personnelles de ma famille. Vous n'allez plus me contrôler comme ça. Et 2 jours après, j'ai mon neveu qui est gravement malade, qui est hospitalisé, on ne sait pas ce qui se passe. Et ils reviennent, ils disent, si tu veux qu'on laisse ton neveu, tu donnes le mot de passe de ta mère. J'ai dit, mais si vous pouvez prendre ça sans moi, vous devez le prendre. Mais si vous insistez à me demander, c'est parce que vous ne pouvez pas, donc je ne donne pas. Et après, mon neveu, comme ça, le médecin dit, mais il n'a rien. Il regardait, il s'est réveillé normal, il mange maintenant bien. Rentrez rentrez à la maison. L'enfant n'a rien, c'était juste peut-être le froid ou un truc comme ça. Ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Voilà. Donc, bye, salutations à la famille DMJ. Bye bye. Je reviendrai pour raconter d'autres choses. Voilà. Commentez, donnez-moi vos informations. Je vais lire dans les commentaires. Je vais lire dans les commentaires. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Je viens vous raconter un fait que j'ai vécu dans les années 1998. Je vivais avec mon fiancé dans un quartier non loin d'un cimetière. Et le matin, je suis allée rendre visite à ma maman dans un autre quartier. J'ai papoté, j'ai mis du temps. Le temps de rentrer, il était 1h du matin. Il y avait des véhicules toujours disponibles. Donc, à 1h du matin, j'arrive. Il y a un sentier, une voie non bitumée que j'emprunte pour descendre. Au niveau de la maison, parce que c'était genre en pente. Le quartier, là, c'était en pente. Donc, je marche. Il y avait une maison, il y avait une ampoule allumée dehors. Je marche, mais tout au bout du couloir, c'est la pénombre. Il fait très sombre. Il fait non, on ne voit pas les autres maisons, il n'y a pas de lumière devant. Donc, en marchant, je suis un peu au niveau de la lumière. Quand je vois une silhouette, j'aperçois une silhouette dans le noir. Là. Et au fur et à mesure, la personne commence à se rapprocher.
Et quand elle arrive un peu au niveau, pas totalement de la lumière, je constate que c'est une dame qui est habillée d'abord en tout rouge. Et en bas du pagne, là, il y avait un moment, on faisait les modèles carrés en bas des pagnes. Et puis, les couturiers, là, coupaient dedans, c'est carré. Juste en bas. Et ses cheveux étaient longs jusqu'à ses chevilles. Et ses cheveux flottaient. Il n'y avait même pas de vent, hein. Les cheveux flottaient au vent. C'était des cheveux lisses, pas afro. Je sais qu'elle est de teint. Quand je vois, je sais que c'est une femme noire. J'ai pas vu son visage. J'ai pas eu le courage même de regarder son visage. Les cheveux flottaient. Donc, elle venait dans un sens. Moi, je partais dans l'autre sens. Donc, quand on s'est rencontrés, j'ai eu des frissons au moment où elle me dépassait. Et elle a prononcé une phrase. Je n'ai pas saisi les mots. Et quand je l'ai dépassée, elle a typé. Elle dit, en Côte d'Ivoire, on dit, elle a fait trou, elle a fait ça. Elle a fait comme ça. Mais elle a fait ça de façon longue. Je ne me suis pas retournée pour regarder. J'étais presque arrivée à l'entrée de ma cour. Je suis rentrée et je suis allée expliquer ça à mon fiancé. Il m'a dit, ah, tu vois, tu aimes beaucoup te promener très tard. Et puis, souvent, quand on te parle, là, tu réponds aujourd'hui, là, pourquoi tu n'as pas répondu? J'ai dit, il y avait la chair de poule. Et aussi, en 1998, là, il n'y avait pas encore les mèches humaines. Mais les mèches humaines, là, pour dire, de cette longueur-là, ça faisait peur. Ça faisait peur, c'était vraiment long. Donc, je ne sais pas ce que j'ai rencontré. Je ne sais pas. Donc, c'était ça mon histoire, ce que j'ai vécu. Je tenais à partager ça avec tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez, abonnez-vous massivement. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.